Dans le cadre du festival Classicaval, une soirée dédiée au tango, en ce mercredi soir, nous sommes avec le bandoneoniste William Sabatier. Bonjour. Bonjour. Alors, William Sabatier, l'instrument que vous avez avec vous, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, hein? Oui, c'est un instrument dit populaire, puisqu'il est issu de tout un tas de cultures populaires, d'abord allemandes, puisque c'est un instrument qui a été... c'est le bandoneon, ça s'appelle un bandoneon, ça a été fabriqué en Allemagne à partir de 1830. Il a évolué et petit à petit, il est passé de l'Allemagne à l'Argentine et est devenu l'instrument symbole, l'image du pinal du tango. Aujourd'hui, c'est le bandoneon et les danseurs de tango, quoi. Donc du coup, c'est vraiment un instrument qui est totalement dans le paysage de cette musique populaire qu'est le tango argentin, du moins traditionnel plutôt. Je dis une bêtise ou ça se ressemble à un accordéon? C'est la même famille. On est dans les instruments, le concertina, l'accordéon, le bandoneon, le cheng aussi, sont des instruments à hanches libres. Donc du coup, quand vous appuyez sur un bouton, il y a un soufflet, l'air qui est emprisonné dans le soufflet, quand il sort ou qu'il rentre, fait vibrer une petite hanche à l'intérieur. Ça marche à peu près comme ça. Et tous les instruments dits d'organologie fonctionnent à peu près comme celui-ci. Et le bandoneon, en fait, est un grand frère du concertina, l'instrument que l'on trouve généralement chez les clowns dans les cirques. Et on joue surtout du concertina. Mais les premiers concertina étaient allemands, et donc du coup, le bandoneon est un dérivé du concertina, pas de l'accordéon. C'est l'instrument avec lequel vous avez débuté la musique. On commence par le bandoneon dans son cursus musical? C'est assez rare. En Argentine, oui, on peut commencer directement par le bandoneon, mais en Europe, c'est assez rare. Et ça arrive, hein, maintenant plus qu'avant. Mais en tout cas, moi, dans les années 80, j'étais le seul enfant à démarrer à 6 ans, quoi. J'étais un peu extraterrestre pour l'époque, mais même pas en Argentine, hein, parce que on était vraiment dans le trou de cette musique qui était complètement tombée dans désuétude. En fait, elle n'était plus du tout identifiée dans le paysage des musiques argentines ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est assez rare. Moi, j'ai commencé avec mon père. Hein. C'est mon père qui m'a montré cet instrument et qui m'a donné envie. Il joue de la guitare et du bandoneon. La guitare dans le style manouche, ça faisait mal aux doigts, c'était une horreur. Donc du coup, rapidement, je suis dit, ah, c'est bien gentil ton truc, mais je pense que le bandoneon, ça sera mieux pour moi. Et puis, un petit peu plus difficile à transporter, peut-être. Quoi que c'est encore assez petit, hein, comme instrument. Non, ça va. Je paye pas d'extra-site, ça va. Pour moi, pour le moment, ça va très bien. Mais ça viendra. Hein. Alors vous l'avez dit, hein, c'est l'instrument, l'image d'Épinal du tango, une musique que l'on n'a, je crois, jamais entendue pour le festival Classicaval. Comment on fait venir cet instrument d'Allemagne, puis ensuite on le transporte à Buenos Aires, pour ensuite l'amener dans l'église de Val d'Isère? Alors ça, c'est assez incroyable. Alors, les églises, le bandoneon a connu les temples protestants, d'après la légende. Donc avant de traverser l'Atlantique et de finir dans les bouges et dans les maisons closes de Buenos Aires, au tout début de l'histoire de cette musique. Et puis après, il se développe très très vite en Argentine, devient une musique dans les années 40 de mode. En fait, tout le monde s'identifie au tango, tout le monde va danser le tango. Et puis après guerre, donc les musiques dites nord-américaines, le jazz, le rock, tout ça, commence à envahir le monde entier. C'est la mondialisation de la musique, et le tango disparaît. Mais par contre, il y a un personnage qui s'appelle Astor Piazzolla, qui lui amène cette musique à être maintenant non plus dansée, mais écoutée. Comme le jazz dans les années 40, avec Charlie Parker et tout ça, quand le jazz arrête d'être dansé et plutôt écouté dans les clubs. Et bien Piazzolla avait la même vocation, ou il aspirait à la même chose. Donc il a créé cette musique, et petit à petit, il l'a amené dans les grandes salles de concert. Il a fait passer le bandoneon et le tango d'une musique de danse et festive du bal à une musique sérieuse, savante, du moins populaire, savante, dans les grandes salles de concert. Et jusqu'à sa mort, il va continuer à faire progresser cette musique. Et si aujourd'hui elle est dans les grands festivals de musique classique et que le bandoneon se retrouve dans ces endroits-là, c'est grâce à ce monsieur Astor Piazzolla, parce qu'il a été la première personne à donner la possibilité à cette musique et au bandoneon de rentrer dans des cercles beaucoup plus restreints de la musique classique, sérieux et tout ça. Parce que il en jouait aussi lui-même, hein, je crois. Oui, c'est ça. Et il avait, j'ai un instrument qui est vraiment le même que celui d'Astor Piazzolla. C'est vraiment un modèle Alfred Arnold des années 30. C'est les instruments que jouait Astor Piazzolla à l'époque. Et il en jouait très très bien. En plus, il a écrit de la super musique, et il nous a montré comment la jouer, puisqu'il l'a enregistré beaucoup. On a beaucoup de témoignages de sa part. Donc du coup, pour nous aujourd'hui, sa musique, c'est plus facile que pour un musicien baroque qui aujourd'hui est obligé de recréer la musique baroque. Alors,
comprend par des écrits comment ça se passe, alors que nous, on a la musique, on voit les gens jouer. L'avantage d'avoir une musique un peu plus moderne. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est une musique traditionnelle aussi avec une part d'intuition. Elle a été écrite par la suite, mais c'était une musique aussi qui se jouait beaucoup d'oreilles, même encore aujourd'hui. Hein, il y a encore une tradition, par exemple, souvent les guitaristes qui accompagnent les danseurs sont souvent des guitaristes issus de la musique populaire, et donc du coup ils jouent beaucoup d'oreilles. Ça aussi, ce sont des choses auxquelles je tiens beaucoup, parce que dans l'aspect intuitif, il y a aussi des choses qui ne s'écrivent pas, il y a des choses qui ne peuvent pas se traduire par une partition et qui se traduisent par le langage oral. Et d'arriver à un équilibre entre musique écrite et tradition orale, comme l'a réussi à faire le tango, ben, c'est passionnant. Et pour les gens qui viennent écouter ces musiques-là, ils ressentent quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'ils ressentent le côté sérieux et le côté... ouais, de la musique classique, ce qu'il y a de mieux dans la beauté, dans l'équilibre de la musique classique, mais en même temps, vous allez entendre quelque chose qui est profondément imprégné d'une culture populaire et de cette intuition et tout ça. Et donc, du coup, généralement, c'est le lien qui fait que ça fait des concerts merveilleux à écouter. Bah, c'est justement ce que nous disait Elena Rosanova quand elle était à votre place dimanche soir. Elle disait que c'était un challenge aussi pour elle et pour les musiciens classiques qui l'accompagnent de jouer avec vous, parce que vous avez apparemment pas tout à fait le même sens de la rythmique, c'est un peu plus libre, c'est vrai ? Les musiciens qui sont autour de moi sur ce concert sont extraordinaires. Et c'est d'une facilité terrible de monter du répertoire avec eux. C'est vrai que pour eux, c'est un enjeu un peu particulier. Forcément, quand on joue Schubert la veille et qu'on joue Piazzolla le lendemain, c'est des écarts très très forts et stylistiquement, c'est très très compliqué. Mais ils ont tout pour ces gens-là, sont armés pour jouer n'importe quelle musique. Et c'est fabuleux de pouvoir partager ces moments, ces partitions avec des gens comme Svetlin Rousseff ou François Salk ou Elena. C'est merveilleux, quoi. C'est génial. C'est vraiment une chance inouïe pour des musiciens comme moi de pouvoir avoir accès à des complicités comme celle-ci. Vous vous rendez compte, dans la musique classique, il y a tellement de violoncellistes, de pianistes, de tous les instruments qui aimeraient être à ma place. Et moi, je suis musicien populaire et j'ai cette chance-là. Justement, vous êtes ici dans le cadre du Festival Classique Aval. Première fois, je crois, à Val d'Isère pour vous ? Exactement, tout à fait. Heureux d'être là ? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment des moments merveilleux de partager de la musique, partager de l'amitié, partager cette magnifique station. On est là dans les endroits les plus merveilleux des Alpes. Donc du coup, quand on est là, on profite aussi beaucoup de s'imprégner de la station et de profiter des gens ici. C'est vraiment super. En plus, la période est merveilleuse. Vous êtes venu avec votre bandoneon. Est-ce que vous nous ferez le plaisir de nous faire une petite démo ? Ouais, bien sûr. Avec plaisir.